Parlons du plus vieux métier du monde, la médiumnité. Mais au fait, c'est quoi? Si l'astrologue décrypte le langage des astres, si le voyant perçoit des scènes du passé ou de l'avenir, le médium, lui, se présente comme un intermédiaire entre le monde visible et celui des défunts. Il affirme entrer en contact avec les esprits, un messager dont les perceptions sont sollicitées pour transmettre des messages à des proches disparus et parfois même pour tenter de faire avancer des enquêtes non résolues, à l'image de Geneviève Delpech que notre journaliste Marianne Moing a rencontrée. Au sommaire du journal, la disparition inquiétante de Maëlys. Vous connaissez certainement l'affaire tragique de la petite Maëlys, 8 ans, disparue dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'un mariage en Isère. Et si je vous disais que Geneviève Delpech, médium, a joué un rôle crucial dans la résolution de l'enquête? Le lendemain du drame, date de et témoignages de policiers à l'appui, elle nomme et décrit précisément le ruisseau du pont de Morges, là où Nordal Lelandais se débarrassera du corps de la fillette 5 mois après l'enlèvement. Le 14 février 2018, sous la pression des éléments évoqués par la médium, le tueur passe aux aveux et conduit les enquêteurs sur les lieux indiqués. Aujourd'hui, Geneviève Delpech est avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour Marianne. On vous présente comme la médium la plus sollicitée par la police. Comment vous participez aux enquêtes? La plupart du temps, c'est la police qui m'appelle, ou la famille qui m'appelle, ou l'avocat de la famille et qui me demande si je veux bien les aider parce qu'ils n'ont pas de solution. Et je suis allée sur des scènes assez épouvantables. Donc je travaille davantage sur des photos maintenant. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos visions? Quand j'ai un flash, quand j'ai une vision, pour moi j'y suis. C'est comme si le futur, le passé, le présent, tout ne faisait plus qu'un. Et je suis dans une scène. Mais j'ai des sons aussi, toujours à l'oreille gauche, des odeurs. Je pense que c'est la physique quantique qui expliquera ça. Et vous dites souvent, en tout cas quand vous travaillez sur des affaires, sur des enquêtes, que de vous dire, de bien réfléchir, c'est le pire des conseils. Plus on me donnera de détails, plus je réfléchirai, moins je verrai. Il faut que ça vienne instantanément. Je le vois ou je ne vois pas. C'est grâce à son don qu'en janvier 2003, Geneviève perçoit la voix d'une petite fille qui lui dit « Je suis à Saint-Thibault-des-Vignes ». Pour elle, ça ne fait aucun doute, il s'agit d'Estelle Mouzin, tout juste disparue. Convaincue, la médium se rend instinctivement dans la commune de Guermantes, là où la famille de la fillette réside. Et je suis allée directement à la maison, je savais que c'était là. Et j'ai sonné, et c'est la maman d'Estelle qui est venue. J'ai dit, écoutez, voilà, j'ai des dons de voyance, et je peux peut-être vous aider pour Estelle. Elle m'a laissée seule dans sa chambre, et là, quand je suis ressortie, je voyais Fourniret. Je savais que c'était sa tête. Sauf qu'à l'époque, Michel Fourniret est inconnu du public et des médias. Pourtant, Geneviève dessine son portrait robot. 6 mois après les faits, il est interpellé. L'homme correspond au signalement que la médium avait donné, mais il a un alibi que la police croit dur comme fer. On m'a toujours dit, il a un alibi, il a téléphoné ce soir-là. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était lui. Pendant 17 ans, l'affaire Estelle Mouzin reste sans réponse, notamment parce que la femme est complice de Michel Fourniret, Monique Olivier se mure dans le silence. De longues années durant lesquelles Geneviève, qui n'en démord pas, n'est ni entendue ni crue. En mars 2020, Fourniret finit par reconnaître l'enlèvement et le meurtre de la fillette. Mais un mystère demeure. Il y a des campagnes de fouilles qui sont organisées, mais encore aujourd'hui, le corps de la fillette n'est pas retrouvé. Oui, moi je pense qu'il... Enfin, c'est difficile d'en parler, l'enquête est toujours ouverte, mais moi je pense qu'on n'a pas cherché au bon endroit. C'est vrai? Voilà. Vous avez une idée précise d'où il pourrait être? Depuis le début, oui. Mais bon, voilà. Affaire à suivre. Les visions de Geneviève ne se limitent pas à la résolution d'enquêtes criminelles. Elles sont aussi prémonitoires. Le 19 juin 1986, Coluche est victime d'un accident de la route dans le sud de la France. Une fin tragique que la médium affirme pourtant avoir tenté de lui éviter. Je lui ai dit, tu vas faire de la vitesse et tu vas avoir un accident là. Et il me dit, non seulement je vais faire de la vitesse, mais je veux gagner le record du monde sur tant de mètres ou kilomètres, je sais pas. Voilà. C'est là où je me dis qu'il y a un destin contre lequel on ne peut plus rien faire. Et j'ai pressenti le drame, mais je n'ai pas pu l'éviter. Vous vivez au quotidien avec ces flashs, qui sont des images violentes, parfois très sordides. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous percevez ces informations? Je le ressens physiquement. Après, j'en tombe malade, j'en ai presque des nausées. Comment vous le gérez au quotidien? Non, mais j'en ai pas 24 heures sur 24. Okay. Et puis, je vois aussi des jolies choses. Je sens les naissances. Je me trompe jamais. C'est vrai? La maman n'est pas encore enceinte. Je vois le bébé.
Je sais si c'est un garçon ou une fille. Je crois que je me suis jamais trompée. Et vous dites aussi qu'il y a des défunts qui viennent vous livrer des messages, Oui, oui, oui. souvent entre 3 et 5 heures du matin. Toujours. C'est comme des hologrammes. Ça dure pas longtemps et après j'entends. Mais on me parle parfois même pas dans ma langue française. Je sais même pas ce que je note parfois. Et après, les personnes à qui je transfère les messages font traduire ça. J'ai eu des messages en araméen ancien. C'est celui de l'époque du Christ. J'ai eu des choses incroyables. Et vous tenez à ne jamais faire payer vos interventions. Non, jamais. Non, non. Pourquoi c'est important pour vous de rester en dehors de toute logique financière? Parce que c'est un don, et je trouve qu'un don, ça se partage. Et en plus, je veux pas que ça devienne un métier aussi. Je veux pas ce rapport avec l'argent. Il me semble que je perdrais ce don si je me faisais payer. Merci beaucoup Geneviève. Merci à vous, Marianne. Merci à Geneviève Delpech, dont le dernier livre qui s'appelle Les animaux médiums est paru aux éditions First. Renaud Évrard, les perceptions de Geneviève Delpech, forcément ça pose question, ça interroge tout le monde, sauf les gens qui vraiment mettent ça à distance. Mais de quoi il s'agit réellement? Est-ce que c'est un don surnaturel? Est-ce que c'est une intelligence émotionnelle supérieure? Non mais alors, franchement, je pense, objectivement, je pense qu'il y a beaucoup de charlatans, mais qu'il y a des personnes, en tout cas, qui le ressentent vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et des choses très, très troublantes, il faut quand même le dire. Alors, je suis toujours un peu méfiant sur les concepts de dons et de surnaturel. Si c'était vraiment un super pouvoir à la Marvel, on pourrait peut-être détecter des choses au niveau des scanners, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a quelques travaux en laboratoire sur la médiumnité qui donnent des résultats intéressants, mais encore légèrement significatifs, comme s'il y avait un petit peu de la friture sur la ligne avec les esprits. Et après, on a les consultations au cabinet, comme avec Madame Semoule. Et là, pour le coup, il y a toujours cette lecture psychologique qui interfère et qui ne permet pas vraiment de savoir ce qui se passe. Vous, objectivement, votre intime conviction? Je travaille déjà au niveau de l'accueil de ces expériences, et il faut savoir que c'est tout à fait banal. Par exemple, quand vous perdez un proche, donc dans un cadre de deuil, vous avez plus de la moitié de la population qui va vivre ce qu'on appelle une nécrophanie, donc un signe, une vision, une voix, etc. Et en fait, c'est un facteur qui peut tout à fait faciliter le deuil. On peut tout à fait travailler sur la continuation des liens avec les défunts dans un cadre thérapeutique. C'est une chose qu'on est en train en fait, d'examiner à l'Université de Lorraine, et on ne peut pas forcément rejeter culturellement ce genre de phénomène très courant. Alors, c'est pas quelque chose qu'on s'imagine. Ça peut. Alors, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Et Elsa racontait qu'elle a déjà senti son papa décédé. En fait, j'ai senti, je racontais à Sylvie que j'étais au téléphone dernièrement et que j'ai senti mon père, j'ai senti une main comme ça, très chaude, qui me disait « ce n'est pas ton chemin ». C'est rentré dans ma tête, il disait « ce n'est pas ton chemin ». Voilà, enfin, je savais pas quoi faire de ça, mais je l'ai senti très fort. Même tout en me disant, c'est pas possible, enfin, je suis folle. Voilà, et donc ce que j'expliquais à Elsa, c'est que toute notre perception est une construction. C'est notre cerveau qui construit la perception. Que ce soit la vision, l'audition, le toucher, toutes les perceptions. Et la plupart du temps, notre cerveau construit la perception à partir de vraies stimulations dans le monde environnant. Et puis parfois, il construit de la perception à partir de rien. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Elle peut être produite dans tous les domaines, vision, audition, toucher. Et quand on est dans un certain état psychologique, notre cerveau peut fabriquer des perceptions. C'est pas du tout qu'on est fou, qu'on délire, qu'on a des hallucinations, comme on le voit chez des patients qui ont des grands délires. C'est juste que notre cerveau, au lieu d'exprimer une pensée, il va traduire cette pensée par une perception et nous faire croire que quelqu'un de l'au-delà qui n'est pas là nous touche, ou nous donner l'impression qu'on a une sensation de présence. Mais il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on perçoit est construit par notre cerveau. Sylvie, vous me cassez tout. Moi, j'étais contente, papa, de sentir ta main. Et donc, évidemment, on croit toujours que ce qu'on perçoit, c'est la réalité. C'est une photographie du monde extérieur. Donc, si on perçoit quelque chose visuellement et qu'on ne le voit pas, on pense que c'est un fantôme. Ou si on perçoit quelqu'un qui nous touche mais qu'il n'y a personne, on pense qu'il y a un fantôme. Mais en réalité, la perception, c'est une construction de notre cerveau. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, Sylvie, mais je pense qu'il faut quand même laisser de la place au mystère aussi. Ah, mais on peut tout à fait. Parce que voilà, ce qu'a perçu... Après, on donne à ça le sens qu'on veut. Bien et évidemment. Effectivement, il y a ensuite des vertus Bien évidemment, mais c'est vrai qu'on peut laisser ce mystère et qu'Elsa puisse croire que c'était son père. Non, mais au-delà et on a envie de envoyé un signe. Si ça se trouve, qui peut se vanter de détenir les secrets de la vie? Qu'est-ce qu'on fait là? Quelqu'un peut me répondre? Non. Je dirai tout à l'heure.